L'Assemblée nationale du Québec a demandé la semaine dernière la démission de la représentante spéciale du Canada dans la lutte contre l'islamophobie, Amira El-Gawabi, après qu'elle ait recommandé d'accroître la représentation des professeurs musulmans, palestiniens et arabes. Benjamin Boivin, est-ce que la discrimination positive basée sur la religion, c'est une vraie ou une fausse bonne idée selon toi? C'est certain que dans une démocratie libérale comme la nôtre, la discrimination positive de ce genre-là, ça tend à choquer les esprits. Il y a toujours une bonne partie de la population qui va avoir le sentiment que le meilleur moyen, finalement, d'atteindre des nominations pour des postes de haute responsabilité, comme celui de professeur d'université, qui est quand même très recherché, c'est davantage un mode méritocratique. Et donc, que la meilleure manière, finalement, de choisir les professeurs, ce serait basé sur le mérite, celui qui a fait les meilleures études, celui qui est le mieux spécialisé dans le domaine où on a besoin d'un spécialiste, finalement, dans une université particulière. Et je pense qu'il y aura toujours une proportion non négligeable de la population qui va avoir un mauvais sentiment par rapport à ce genre de mécanisme, finalement. Après, il y a un objectif peut-être légitime qui est poursuivi par cette proposition-là, qui est d'accroître la représentativité dans une institution d'élite, parce que finalement, au Canada, il y a de plus en plus une population extrêmement diversifiée, puis on peut reconnaître peut-être un certain bien à ce que dans les fonctions de haute responsabilité, il y ait une représentation accrue de l'ensemble de la diversité canadienne. Mais quel est le meilleur moyen pour atteindre cet objectif-là? Est-ce que c'est d'un côté peut-être de s'organiser pour que la société fonctionne de manière plus équitable, pour que des discriminations à la racine soient davantage éliminées, plutôt que d'y aller avec une stratégie verticale de discrimination positive pour créer finalement des figures représentatives à l'intérieur des grandes institutions pour que peut-être les plus jeunes se sentent mieux représentés et ainsi plus capables de rechercher ces positions-là. Je pense que du point de vue de l'acceptabilité sociale, dans une grande partie du Canada et en particulier au Québec, ce mode-là de démocratie, de discrimination positive, en particulier à ce qui a trait au phénomène, à l'aspect religieux, sur la base de la religion, est vraiment difficile à tolérer. C'est ça qui est nouveau, parce qu'on s'est un peu habitué quand même à la discrimination positive basée sur le sexe, basée aussi sur les minorités visibles, mais là, le fait d'y aller sur une religion, c'est plus au niveau des idées, parce qu'on peut être une personne née au Québec, de blanche, et adhérer à la religion musulmane. Bon, il y a aussi la question de l'auto-identification. Évidemment, on peut penser qu'une minorité visible ou une minorité sexuelle, par exemple, il s'agit de cas manifestes. La différence, elle est visible et puis on peut aisément dire, là, on prend par exemple une personne d'origine africaine pour occuper ce poste-là parce qu'on aimerait mieux représenter la population africaine qui vit au Canada. Évidemment, sur l'aspect religieux, c'est un peu plus compliqué quand même parce que, en général, la société canadienne n'a pas un mécanisme structuré qui reconnaît l'adhésion des uns et des autres citoyens canadiens à une religion, un mécanisme qui serait basé sur autre chose que l'autodéclaration. C'est ça, parce que si un homme blanc, né québécois, de souche, entre guillemets, se déclare adhérer à la religion musulmane, mais pourtant ne pas adhérer à beaucoup d'idées que d'autres musulmans adhèrent, comment on va faire pour lui dire « t'es pas un vrai musulman » ? Et de fait, il y a des personnes issues de la communauté musulmane, au Québec en particulier, qui militent depuis plusieurs années maintenant pour la mise en place de mesures laïques à l'intérieur de l'État, qui sont des gens qui pratiquent la religion musulmane, qui s'autodéclarent comme musulmans et qui sont parmi les plus farouches critiques de cette proposition-là. J'allais dire, c'est un peu conséquent aussi avec son poste parce qu'elle, elle est comme commissaire à l'islamophobie, de lutte contre l'islamophobie. Et puis, Justin Trudeau a choisi une musulmane pour occuper ce poste-là. Et une musulmane voilée aussi, c'est ça, qui représente un certain type de musulmans. Toutes les femmes musulmanes ne choisissent pas de porter le voile. Non, effectivement. Oui, puis l'État ne se reconnaît pas la légitimité, finalement, de reconnaître une forme orthodoxe d'une religion particulière à l'opposition de formes jugées hétérodoxes. L'État canadien ne va pas dire « Ah, voici une personne qui représente un islam sunnite orthodoxe », par opposition à une autre personne qui, à l'intérieur de sa communauté, peut-être pourrait être critiquée pour ses positions qui seraient en divergence par rapport à la majorité. Est-ce que ce genre de discrimination positive basée sur la foi ou la religion risque d'aider l'intégration de la réalité musulmane au pays ou d'y nuire? Parce que là, ce qu'on a vu, c'est plutôt une réaction très négative
l'ensemble des élus québécois. Là, c'est à l'unanimité qu'on a demandé sa démission. Oui, bien, c'est certain. Moi, je pense qu'en général, dans une démocratie libérale, les procédures, les mécanismes de discrimination positive sont généralement mal acceptés et donc ils tendent à susciter un mouvement de rejet immédiat après avoir été mis en place. Et généralement, lorsqu'ils sont mieux acceptés, finalement, c'est après une longue période de temps. C'est probablement ce sur quoi mise la personne qui a fait cette proposition-là. Maintenant, il y a des cas différenciés. Dans le monde canadien-anglais, il y a quand même une plus grande proportion de la population qui est réceptive à ce genre de mesures-là parce qu'acquise à une vision multiculturaliste de l'organisation sociale, alors qu'au Québec, indépendamment de notre perception de l'arrivée d'immigrants issus du monde musulman, il y a une compréhension largement répandue de l'État comme représentant un idéal laïque. Et ça crée l'impression, et peut-être la réalité, d'une confrontation entre une partie de la population et l'autre partie sur des valeurs essentielles de l'État. Pas seulement sur une question pas seulement sur la foi de la personne en particulier, mais aussi sur le regard qu'elle jette sur le mode d'organisation sociale. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il ne faudrait pas faire la même chose pour pratiquement toutes les religions qui sont souvent minoritaires, d'autres religions aussi au Canada, que ce soit sikh, qu'on soit hindou, qu'on soit bouddhiste? Même les catholiques au Québec, les catholiques pratiquants, en tout cas, sont très minoritaires aujourd'hui. Oui, et très peu représentés dans les institutions d'élite maintenant. On dit que les chrétiens sont le groupe religieux le plus persécuté en nombre au monde en ce moment. Oui, bien là, évidemment, je pense pas qu'on pourrait pas dire ça nécessairement du Québec. Il y a des États... on se fait écœurer, là, quand même. Une persécution psychologique, disons. Des moqueries. Il y a des États dans le monde occidental, pour ne parler que, disons, de l'Europe de l'Ouest et de l'Amérique du Nord, qui ont des modes d'organisation, de gestion du religieux très différents. Il y a des endroits, comme en Allemagne, par exemple, où certaines églises jouissent d'une reconnaissance officielle qui est accompagnée d'avantages qui sont non négligeables à l'intérieur des institutions de l'État, des systèmes de santé, des systèmes d'éducation. Le Canada et le Québec, de manière un peu différente, ont fait un choix complètement différent. Et donc, on imagine difficilement, là, au Canada, arriver à une situation où il y aurait, dans une faculté, par exemple, de philosophie, un nombre de professeurs issus du monde musulman, issus du monde juif, issus du monde chrétien. Je pense que la société canadienne, en général, est peu susceptible d'accepter ce mode de formation et de consolidation des élites. Mais j'allais dire, tu sais, les élus québécois, ils veulent sa démission aussi. C'est pas juste pour cette affaire-là, mais il y a comme une accumulation depuis qu'elle est à ce poste-là. En fait, oui, c'est ça. Ça fait plusieurs demandes de l'Assemblée nationale unanime pour sa démission, liées à des controverses précédentes, notamment sur des propos qu'elle a eus à l'endroit de la majorité historique francophone et plusieurs autres sujets. Rapidement, Laurence? Bien, pour avoir été victime moi-même de discrimination positive, là, c'est-à-dire on m'a invité à des conférences des fois, puis on m'a présenté comme on est content parce qu'on a trouvé une femme pour venir vous parler. Ben, c'est pas ça qu'on fait, on n'est pas du c'est ça, ici aussi, je le sens. Non, mais ça introduit justement une méfiance. Tu sais, les gens, peut-être qui se disent, peut-être qu'elle est juste là pour... Elle n'est pas compétente, elle est juste là parce qu'elle est une femme. Puis moi, personnellement, la discrimination positive, ça m'achale parce que après ça, c'est ça. Les gens ont une méfiance quand j'arrive, puis ils se demandent si je suis là pour un quota ou... D'ailleurs, est-ce que je suis là pour un quota? Ben, je pense que le pari de ceux qui font la promotion de la discrimination positive, c'est qu'avec le temps, ça va les avantages dépassent les... Non, mais un, c'est bien, les deux, c'est mieux? En tout cas, Laurence, je peux t'assurer que tu n'es pas ici simplement parce que tu es une femme, mais parce que tu es une femme intelligente et compétente. Merci beaucoup, Benjamin Boivin. Tu es chef de pupitre au magazine Le Verbe. Merci. Ça fait plaisir.